Bonjour Didier Jouard. Bonjour Guillaume. Vous êtes hypnologue. Oui, c'est cela même. Fondateur de l'hypnotisme universel. C'est ça. On va en parler évidemment au cours de cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi hypno-6 log et non hypnothérapeute? Et ce sont deux choses différentes? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que pour moi, hypnologue, la définition c'est pratique de l'hypnose. Ensuite, hypnothérapeute, le terme hypnothérapeute est un terme qui aujourd'hui sera un jour récupéré par la médecine, ce qui fait que pour éviter de ne plus pouvoir travailler parce qu'on ne pourra plus s'appeler hypnothérapeute, donc j'ai décidé moi de déposer une marque qui s'appelle hypnologue. Alors pourquoi hypno-6 log? Tout simplement parce que hypnologue, d'un seul tenant, est déjà déposé à l'INPI. Mais on est d'accord pour dire que hypnologue et hypnothérapeute, ce sont deux choses identiques. Ce sont deux choses identiques, effectivement. Ok. Aujourd'hui, il y a une part de mystère, de mystification autour de l'hypnose qui est d'ailleurs accentuée parfois par les médias, par l'image qui est véhiculée dans les médias. L'hypnose, c'est quoi, tel que vous le concevez? Alors pour moi, l'hypnose que j'appelle aujourd'hui hypnotisme, et je développerai tout à l'heure hypnotisme universel, l'hypnose est un état modifié de conscience entre la veille et le sommeil. Donc pendant la séance d'hypnotisme, les clients qui viennent chez moi sont en capacité de lâcher prise, de se dissocier. La dissociation et la confusion vont permettre à l'inconscient et au conscient de travailler ensemble. Donc l'hypnose est un état modifié de conscience. Pendant la séance d'hypnotisme, les clients entendront ce que je vais dire et surtout, ce que je vais dire, ce sera leurs propres mots. Donc il n'y a aucune manipulation et il n'y a aucune implantation de suggestion qui ne sera pas validée par le client. Donc on est vraiment dans le respect et dans l'éthique du travail. Mais alors quand vous dites que c'est un état de conscience modifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites clairement tomber les gens comme les mouches, comme à la télé? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On n'est pas à la télévision comme donc en spectacle avec Mesmer. Donc l'hypnose est un état modifié de conscience. Les gens sont entre la veille et le sommeil. Ils comprennent et ils entendent ce que je dis. Et ce que je dis, ce sont leurs propres mots. Sauf qu'à un certain moment, ils peuvent entendre ce que je dis. Et là, c'est le conscient qui travaille, et ils peuvent aussi ne pas entendre. Donc ils entendent, ils n'entendent pas, ils entendent, ils n'entendent pas, et là, ils sont dans un état modifié de conscience où ils sont dissociés. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pratiquez avec votre méthode, qui est l'hypnotisme universel. Oui. Qu'est-ce que l'hypnotisme universel? Alors, l'hypnotisme universel. Pourquoi universel déjà? Alors, je vais d'abord reprendre pourquoi hypnotisme. Je vais prendre la logique. Alors, aujourd'hui, l'hypnose qui est pratiquée dans 99% des cabinets, le 1% ce sont les gens qui ont été formés avec moi, c'est une hypnose à base de PNL. C'est-à-dire que d'abord, ces gens sont formés à la PNL, Prat 1, Prat 2, praticien numéro 1, praticien numéro 2, etc. Et ensuite, ils intègrent leur protocole de PNL dans des séances d'hypnose, en fonction du symptôme. Bon, moi aujourd'hui, pourquoi hypnotisme? Parce que je suis retourné à la source. Je dis bien, je suis retourné à la source de l'hypnose, donc avec le magnétisme animal de Mesmer, donc des années 1800. Mesmer étant un médecin psychiatre viennois. Ensuite, en France, on a la chance d'avoir eu, après Mesmer, en 1800, donc le célèbre Jean Filiatre, dont on parle peu. Vous pouvez prendre toutes les formations d'hypnose. Aujourd'hui, quand on fait l'historie de l'hypnose, Jean Filiatre n'apparaît pas, et pourtant c'est lui le père de l'hypnotisme. Pourquoi? Parce que Jean Filiatre a réintégré, pour tout vous dire, Mesmer faisait des passes magnétiques, Jean Filiatre faisait des passes magnétiques, et dans ces passes magnétiques, qu'on appelle magnétisme, d'accord, il intégrait des suggestions magnétiques qui sont devenues des suggestions post-hypnotiques. D'où la naissance de l'hypnotisme.
Ce que j'allais dire, là, vous me parlez de magnétisme, on n'est finalement pas dans l'hypnose avec Jean Filiatre. Alors, avec Jean Filiatre, on est dans le magnétisme avec des suggestions magnétiques qui deviennent des suggestions post-hypnotiques. Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi ce que je pratique, c'est du magnétisme en pratiquant l'hypnotisme. Je m'explique. Derrière Jean Filiatre, vous avez un autre médecin, le docteur Paul Jouard, donc, qui est un de mes ancêtres, et qui a effectivement fait des travaux intéressants, toujours dans la lignée du magnétisme et de l'hypnotisme. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'association magnétisme-hypnotisme, ça va faire la chose suivante. Je vous explique. Vous avez donc deux parties dans votre cerveau, vous avez le conscient et l'inconscient. Et sans que vous sachiez, votre inconscient s'ouvre toutes les 90 minutes. C'est le fameux cycle ultradien de Milton Erickson, dont personne ne parle, et qui est la source de mon travail et de mes recherches. Et à l'ouverture de cet inconscient, depuis que la personne, depuis que le client est dans le ventre de sa maman, d'accord? Donc à l'ouverture de cet inconscient, il va laisser passer des émotions positives, liées à une situation, mais aussi des émotions négatives, liées à d'autres situations. Donc moi, le but de mon travail, hypnotisme, ça veut dire que je vais aller repérer dans l'histoire de la vie du patient, du client, tout ce qui était négatif, pour le transformer en positif. Et pendant ma séance d'hypnotisme, troisième partie, par une technique que j'ai mis au point qui s'appelle le déchargement énergétique, je vais nettoyer l'inconscient ad vitam aeternam. Terminé. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Alors, vous me parlez de Milton Erickson, donc, parce qu'on entend très souvent parler d'hypnose ericksonienne. La plupart des praticiens aujourd'hui en hypnose pratiquent l'hypnose ericksonienne. Donc en quoi cette méthode est différente? Alors moi je dis dite ericksonienne. Pourquoi? Parce que après Paul Jouard, après l'abbé Faria, après Puységur, après Charcot de la Salpêtrière, arrive donc Milton Erickson. Milton Erickson, médecin psychiatre donc américain. Et à un certain moment, donc Milton Erickson pratiquait une hypnose ericksonienne. Bandler, père de la PNL, toujours un Américain, a rematricé la PNL pour en faire de l'hypnose. Donc pour moi, aujourd'hui, l'hypnose dite ericksonienne pratiquée dans les cabinets n'est pas de l'hypnose ericksonienne, vu que Bandler à rematricer la PNL pour en faire de l'hypnose. Ça veut dire que on va d'abord se former à la PNL, on va apprendre à utiliser des techniques de dissociation, ce qu'on appelle des inductions, faire mettre les gens sous hypnose, et une fois qu'ils sont sous hypnose, d'accord, on va leur faire des protocoles de PNL. Moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Moi, aujourd'hui, donc, la personne qui vient en consultation, c'est très simple. On va aller dans l'histoire de sa vie sur 3 axes. Premier axe, les relations avec papa, maman, les frères, les sœurs. Même chose au niveau des études que la personne a fait ou pas, et les relations amoureuses. Et ensemble, avec le client, on va trouver le dénominateur commun du symptôme pour lequel elle vient en consultation. Le symptôme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille avec une colonne qui s'appelle la colonne de Beck. Beck étant un psychologue américain, le père de la thérapie cognitive. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma technique d'hypnotisme universel, premièrement, j'ai intégré la psychopathologie, ce qu'on appelait précédemment la psychologie, et aujourd'hui on appelle ça la psychopathologie. D'accord? Et au fur et à mesure que je vais repérer avec le client des émotions et des états négatifs, je vais les mettre sur mon protocole. Ensemble, en conscience, on va les transformer en positifs. Et je vais construire ma séance avec cette base de protocole qui me permettra de faire une séance sur mesure. Première étape de la séance, ce sera donc, il y a trois étapes dans la séance. La première, c'est la prise d'information qui se fait en conscience. La deuxième, c'est
La deuxième, c'est l'induction, la mise sous hypnose. Et la troisième, c'est effectivement une séance technique avec un protocole que j'ai défini. Donc, on fait du sur-mesure. On va s'intéresser dans cette technique qui s'appelle l'hypnotisme, on va s'intéresser à la source, à l'origine du symptôme, et non pas au symptôme. Ce n'est pas le cas avec l'hypnose ericksonienne, par exemple? Non, pas du tout. C'est pour ça que vous avez... Ils vont travailler sur un symptôme. Et c'est pour cette raison que vous avez mis au point donc, cette technique. C'est pour cette raison qu'après des recherches donc, de tous ces gens, avec les recherches que j'ai, les éléments que j'ai récupérés de ces recherches, c'est pour ça que j'ai mis au point cette méthode qui s'appelle l'hypnotisme. Et j'ai rajouté universel parce que, à partir de cette méthode, on va intégrer, je dis bien, on va intégrer les 3 traumatismes de base dans la prise d'information. Le premier traumatisme, c'est confiance en soi, estime de soi. Deuxième traumatisme, les 4 niveaux d'abus sexuels. Effectivement, tu peux avoir vu, entendu, il y a les attouchements et le viol, et ça va faire les mêmes dégâts. Ensuite, vous avez 8 deuils. Premier deuil, celui d'un avortement. Le deuxième deuil, c'est celui d'un défunt. Le troisième, c'est celui d'un amoureux. Le quatrième, c'est celui d'un lieu de vie. Le cinquième deuil, c'est celui d'un travail, quand on est licencié ou qu'on part en temps libre, ce que j'appelle le temps libre, non pas la retraite. Ensuite, vous avez le deuil d'un animal. Vous avez le deuil d'un handicap, une personne qui a perdu l'usage d'une partie de sa main après un AVC, par exemple, ou simplement en chimiothérapie. Hein. En faisant de la chimiothérapie, effectivement, les gens qui perdent leurs cheveux, il y a un deuil à faire. Et ensuite, il y a aussi le deuil d'un vivant, quand on est fâché avec quelqu'un, et que, que cette personne-là, on ne la voit plus et qu'on est en souffrance pour ça. Et ensuite, vous avez 2 blessures, et je dis bien, vous avez 2 blessures, et non pas 5, 2 blessures, une qui s'appelle l'abandon et le rejet parce qu'elle déclenche les mêmes effets, à savoir la dépendance affective, et ensuite vous avez une deuxième blessure qui s'appelle la trahison, et elle qui va mettre en place le fait que la personne ne va plus faire confiance, et donc elle va rentrer dans une stratégie de contrôle. On parle souvent des 5 blessures, pourquoi vous dites qu'il n'y en a que 2? Pour moi, il n'y en a que 2, parce que la blessure de l'humiliation, elle est intégrée dans les états de la confiance en soi. C'est-à-dire que la confiance en soi, aujourd'hui, quand on a été rabaissé, dévalorisé, humilié, d'accord, cette humiliation, qui est une blessure de Lise Bourbeau, pour moi, je l'intègre, cette humiliation, comme un état qui va me permettre de mettre en place la suggestion post-hypnotique pour sortir de de ce manque de confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans toutes les formations, que ce soit les stages de développement personnel, que ce soit les livres, on parle de l'explication du manque de confiance en soi, mais on ne donne pas la recette pour avoir confiance en soi. Et les gens, quand ils viennent en consultation chez moi, repartent et ils ont confiance en eux. Parce qu'on a nettoyé les causes émotionnelles qui ont fait qu'ils n'avaient pas confiance en eux, d'une part, et on a mis en place les suggestions post-hypnotiques de la confiance en soi. Oser dire non, oser faire, m'imposer, m'opposer, m'affirmer. Mais on ne peut pas s'imposer, s'opposer, s'affirmer si on ne sait pas dire les choses. On ne peut pas non plus avoir de l'estime de soi, je m'aime, je suis fier de moi, je me respecte pour être respecté, si on n'a pas confiance en soi. Parce que le manque de respect, si on veut se respecter, à un moment, il va falloir se positionner, en osant dire non, ou en osant faire les choses. Mais alors attendez, parce que sur la confiance en soi, finalement, telle que vous la décrivez, j'ai le sentiment que la confiance en soi, tout le monde a un manque de confiance en soi. Alors pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, 100% des gens n'ont pas confiance en eux, même ceux qui pensaient avoir confiance en eux n'ont pas confiance en eux. Parce qu'à un certain moment, certes, on peut avoir été aimé dans une famille, on peut avoir entendu « je t'aime et je suis fier de toi », mais à un moment, on va être confronté à une sortie de sa zone de confort, que ce soit pour l'école, que ce soit pour le travail ou dans les relations amoureuses. Et là, effectivement, on peut tomber sur des gens qui, eux, vont vous déstabiliser, vous rabaisser, vous dévaloriser, vous humilier, que vous allez subir, auquel vous serez soumis, etc. Donc effectivement,
Moi, j'ai eu des gens qui avaient été aimés, qui avaient entendu « je t'aime et je suis fier de toi », et qui se disaient avoir confiance en eux. Et en fait, à un certain moment, la confiance en eux a chuté, pour des raisons qu'on analyse dans mon processus de prise d'information. Donc si je comprends bien, l'hypnotisme universel, c'est un croisement de plusieurs courants finalement, qui intègrent plusieurs outils. Alors, c'est un croisement d'un seul courant qui intègre plusieurs outils, j'aurais tendance à dire. D'accord? Alors, le premier outil, donc, c'est l'hypnotisme. Le deuxième outil, c'est la psychopathologie, donc la psychologie, confiance en soi, estime de soi, qui est intégrée dans ma prise d'information. J'y ai intégré aussi un module somatisation des émotions, et je travaille pour ce faire avec les écritures de Claudia Rainville. Claudia Rainville a écrit un livre qui s'appelle La Grande Encyclopédie de la Métamédecine. C'est le livre le plus précis, le plus complet des causes psychosomatiques des différents malaises et maladies. Vous voulez dire par là pour chaque maladie, il y a une cause émotionnelle derrière? À chaque maladie, il y a une cause émotionnelle derrière. On est bien d'accord. C'est bien pour ça qu'à un certain moment, les gens aujourd'hui, qui viennent en consultation, ont tendance à venir chez moi quand ils ont fait le tour du psychologue, de l'analyste, du psychiatre, de l'hypnotiseur, comme ils disent, des stages de développement personnel, et qui n'ont pas trouvé une méthode globale qui va leur permettre de se sortir de ce mal-être qui génère un symptôme. Et j'allais vous demander justement pour quel motif on vient vous consulter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tous les sujets et tous les symptômes sont demandés. La dépression, les dépendances alcool, tabac, cannabis, également les comportements alimentaires, le jeu, addict au jeu, toutes les addictions en fait. Hein, et il n'y a pas que l'alcool, le tabac, le cannabis et les comportements alimentaires. Ensuite, je travaille pas mal sur des fibromyalgies, je travaille aussi sur des gens qui ont un mal-être généralisé. Je travaille énormément aussi sur les deuils, hein, parce que les deuils aujourd'hui sont source de mal-être. Et j'y ai intégré justement, je travaille sur le sommeil aussi. J'y ai intégré la médecine chinoise, par exemple. Souvent, les gens, quand ils viennent en consultation, ont un problème de sommeil entre 1 heure et 3 heures, et 3 heures et 5 heures. Entre 1 heure et 3 heures, donc on est sur un problème de colère, c'est le méridien du foie, et entre 3 heures et 5 heures, on est sur un problème de tristesse, c'est le méridien des poumons. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, les méridiens se rechargent, et que le petit canal, s'il est bouché par la tristesse ou s'il est bouché par la colère, effectivement, il ne va pas se réharmoniser. Donc, automatiquement, il va y avoir donc ce qu'on appelle des insomnies. Je parle bien d'insomnie, je ne parle pas de difficulté à l'endormissement. Ce sont des choses différentes. Donc si j'ai un problème demain entre 3 heures et 5 heures, où je suis réveillé, oui, je peux le traiter par l'hypnose? Je peux le traiter par l'hypnose avec ma méthode. On est d'accord. Avec ma méthode. Parce qu'on va aller chercher des causes émotionnelles qui font que la personne se réveille entre 1 heure et 3 heures, et entre 3 heures et 5 heures. Alors, il y a quelque chose qui interpelle quand on s'intéresse à votre méthode, c'est la durée de vos séances. J'ai noté, vous parlez de séances de 3 heures, c'est très long comparé à une séance, je ne sais pas, chez un hypnothérapeute dit classique, entre guillemets. Alors, effectivement, la première séance qui dure 3 heures est très importante. Pourquoi? Parce que on va analyser, je dis bien, on va analyser toutes les causes émotionnelles négatives qui ont fait que la personne a mis en place ce symptôme. Donc, on va introspecter, comme je le disais tout à l'heure, les 3 colonnes de la vie du client, relation papa-maman, frère-sœur, études, travail et relations amoureuses. On va croiser avec les 3 traumatismes de base, confiance en soi, estime de soi. On va croiser avec les 4 niveaux d'abus sexuels, et on va croiser avec les relations amoureuses, la première qui a compté jusqu'à aujourd'hui.
et on va aller rechercher tout ce qui était négatif en termes d'émotion, mais aussi en termes d'état. Les états rabaissés, dévalorisés, humiliés, subir, soumis, qui eux vont me permettre de mettre en place les suggestions post-hypnotiques du changement pour lequel la personne est venue. Donc effectivement, la première séance se décompose de la façon suivante. Première étape, prise d'information. Deuxième étape, on construit la séance, l'induction et la phase technique de travail. Et je peux vous dire que 3 heures pour tout introspecter, ça n'est pas très long. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que je déborde même sur 3 heures et demie. Et ça doit être un travail très éprouvant aussi pour le client qui vient vous consulter. Eh bien écoutez, à la prise de rendez-vous, les gens me disent « Ah oui, quand même !»« Oh, mais est-ce que je vais ?» Oui. Ça va vous faire peur en même temps. Oui, ça leur fait peur. Oui, effectivement, est-ce que je vais résister 3 heures? Écoutez, c'est tellement fluide de rentrer dans leur vie qu'en fait, il n'y a aucun problème et ces 3 heures se passent vraiment d'une façon claire, limpide, claire, fluide. Il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais eu une personne qui a dit « moi je m'arrête ». Si j'ai bien compris, on n'est pas sous hypnose pendant 3 heures. Hein. Ah non, pas du tout. Hein. Première partie, prise d'information, on est dans un état modifié de conscience. Mais en conscience. Mais en conscience. Pourquoi on est dans un état modifié de conscience pendant cette prise d'information? Parce que je fais ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. Alors je n'expliquerai pas dans cette vidéo ce qu'est mon hypnose conversationnelle, parce que c'est la recette qui fait que, en fin de prise d'information, la personne est déjà dissociée. Qui sont les personnes qui viennent vous consulter aujourd'hui? Alors aujourd'hui... Il y a un profil type ou... Pardon? Il existe un profil type? Non, pas du tout. Il n'y a pas de profil type. J'ai 3 cabinets. J'ai un cabinet sur Cannes, un cabinet sur Hyères dans le Var et depuis 3 ans sur Paris. Alors, quel que soit le lieu, le profil est le même. Je consulte pour... les gens qui viennent me consulter, entre 14 mois, je dis bien 14 mois, je prends des enfants à 14 mois, les bambinos, jusqu'à 95-100 ans. Pour tout type de symptômes. Les gens viennent en consultation parce qu'ils ont une addiction, parce qu'ils ont un mal-être, et puis parce que, comme ils me disent souvent au téléphone, j'ai entendu parler de vous et vous allez tout traiter. Bref, vous allez me faire un reset, quoi, une remise à zéro. J'ai dit oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, au niveau environnement socio-culturel, ben, écoutez, j'ai la chance d'avoir toutes les classes sociales. Ça va de l'artisan, de l'ouvrier, du commerçant, à l'ingénieur, au cadre, au directeur et même à des personnes très haut placées dans les administrations. Qui viennent parce que, comme vous disiez tout à l'heure, tout le monde a forcément à un moment un incident de parcours qui fait qu'on a besoin de voir un hypnothérapeute, ne serait-ce que pour un deuil, par exemple, que l'on a du mal à faire. Et alors la question qu'on se pose, c'est effectivement, imaginons demain je viens vous voir pour un deuil, combien de séances faut-il pour traiter un deuil? Moi j'ai un protocole. 3 heures, 2 heures et je ne revois jamais plus la personne. Vous voulez dire qu'en 2 heures, vous réglez le problème de la personne? En 3 heures. En 3 heures. 3 heures et 2 heures. Donc en 2 séances? En 2 séances. Une séance de 3 heures, une séance de 2 heures. Et c'est durable dans le temps? Et c'est durable dans le temps grâce à l'outil que j'ai inventé qui s'appelle le déchargement énergétique et qui permet de nettoyer l'inconscient du négatif, de remplacer par du positif. C'est finalement le remède aujourd'hui à nos maux du quotidien, l'hypnose alors? C'est le remède à nos maux du quotidien, à condition que vous tombez sur la personne qui soit en capacité de vous faire un travail de qualité. Moi aujourd'hui j'ai 68 ans, je fais de l'hypnose depuis 25 ans, je fais de l'accompagnement individuel depuis l'âge de 30 ans. J'ai un cursus scientifique par ma formation d'ingénieur, ensuite une formation de psychologue clinicien, ensuite master en PNL, forcément, pour comprendre tout ce qui se passe. Je suis certifié également en shiatsu, je suis magnétiseur, radiesthésiste,
Et puis, et je continue toujours à me former. Là, actuellement, je suis en train d'ouvrir des voies sur le travail à distance, mais bon, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Je fais très attention à ce que je fais et surtout, je me renseigne. Comme je suis un scientifique, je veux comprendre scientifiquement comment tout ça, ça se met en place. Et alors, pour finir, est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Tout le monde peut être hypnotisé, comme on dit souvent, tout le monde est hypnotisable, à des degrés différents. Il y a des conditions particulières pour que ça fonctionne ou... Non, il n'y a aucune condition. En consultation, si vous voulez, pour que ça fonctionne, il y a 4 conditions. La première, c'est avoir envie. La deuxième, c'est être prêt. Vous pouvez avoir envie d'arrêter de fumer, mais ne pas être prêt. Même chose pour le changement. Première étape, c'est avoir envie. Deuxième, c'est être prêt. Et ensuite, c'est un rapport de confiance entre deux personnes. Parce que vous l'avez bien compris, donc on va rentrer dans l'intimité de la personne. Et effectivement, ce rapport de confiance, il faut qu'il soit installé. Pourquoi? Parce que la personne va devoir me dire des choses très intimes qu'elle n'a jamais osé dire à qui que ce soit, et je le vérifie tous les jours, ni à son psychiatre, ni à son médecin, ni à son analyste, ni à son psychologue, parce que à un certain moment, ma méthode est faite en entonnoir pour que les gens parlent. Effectivement, si la personne en conscience ne veut pas dire, je ne peux pas la forcer. Donc il y a un rapport de sincérité qui doit vraiment s'installer entre... Oui, il y a un rapport de sincérité qui est comment dire, indispensable. 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 Ce rapport de sincérité, il est indispensable. Où est-ce qu'on peut vous consulter, Didier, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, je suis sur mon cabinet de Cannes, également à Hyères, dans le Var, et sur Paris. Alors à Paris, je consulte dans le 10e, mais je peux me déplacer dans d'autres arrondissements, tout dépend des locations disponibles ou pas. Voilà. Alors, je suis une semaine actuellement je fais 15 jours, 3 semaines dans le Var, et je fais une semaine par mois à Paris. Voilà. Merci beaucoup, Didier. Mais je vous remercie, Guillaume, pour cette interview.